Alors, c'est en tant que chercheur que je m'exprime maintenant, contrairement à ce qui s'est passé dans les deux TD, où j'avais adopté un point de vue de professionnel. Nous étions centrés sur les bonnes pratiques en matière d'évaluation de compétences. Dans cette vidéo et les deux suivantes, je vais adopter un point de vue de chercheur sur donc cette question: où en est l'évaluation des compétences. Alors, premier point extrêmement important qui fait l'objet de cette première vidéo. Premier point qui va peut-être vous surprendre, voire éventuellement vous choquer. D'un point de vue de chercheur, la compétence, ça n'existe pas. Euh, il s'agit de constructions hypothétiques, artificielles, qui ont une visée pratique. C'est-à-dire que le fait de définir des compétences, de leur donner des noms, de les définir par différents items, n'a pour intérêt que de pouvoir construire des référentiels. Ces référentiels étant extrêmement importants puisqu'ils servent de base au cursus de formation, mais aussi, et c'est ce qui nous occupe dans ce cours, ils servent de base aux évaluations certificatives, qu'il s'agisse des diplômes, comme le brevet des collèges, le baccalauréat, le brevet de technicien supérieur, ou qu'il s'agisse des procédures de VAE, de validation d'acquis de l'expérience, au cours desquelles des professionnels, par la description de leurs pratiques et la mise en lien avec les référentiels de compétences le référentiel de compétences d'un diplôme, peuvent se voir attribuer par un jury le diplôme sans avoir à passer l'épreuve. Une excellente preuve du caractère totalement hypothétique, abstrait et artificiel des compétences est une recherche réalisée par deux collègues, Morlet et Suchot, recherche dont les résultats ont été publiés en 2006, qui est une recherche qui s'est fondée sur un échantillon de 700 élèves à qui on a fait passer 3 fois des évaluations nationales, quand ils étaient en CE2 d'abord, puis quand ils étaient en 6e, et les chercheurs ont décidé en 5e de leur faire repasser les évaluations. Donc chaque élève a passé 3 fois les évaluations diagnostiques nationales qui se faisaient à cette époque, qui étaient centrées sur le français et les mathématiques. Donc c'est comme si au total 2100 élèves avaient passé une évaluation. Il y a donc un échantillon très représentatif. Le but de cette recherche était de voir quelles étaient les relations statistiques entre les différents exercices cherchant à évaluer une même compétence. Puisque l'hypothèse était la suivante. L'hypothèse, c'était que, puisqu'il s'agissait d'une évaluation construite par la direction de l'évaluation à la performance et à la prospective du ministère de l'Éducation nationale à partir d'un référentiel de compétences, en français comme en mathématiques, eh bien, normalement, les exercices qui étaient regroupés par compétences devaient avoir une corrélation statistique la plus forte possible. Or, parmi les résultats de cette recherche, un des résultats fondamentaux est que des exercices qui sont censés rendre compte d'une même compétence sont très souvent très faiblement corrélés. Et même dans un même champ d'apprentissage, quand il y a plusieurs compétences, l'analyse à base de corrélation statistique a montré que certains exercices qui étaient classés pour l'évaluation d'une compétence de ce champ, en fait, étaient corrélés statistiquement de manière beaucoup plus forte avec un exercice évaluant une autre
compétences du même champ. Donc, on voit bien là que le fait de partir d'un référentiel pour définir ensuite des exercices pour les évaluer ne garantit absolument pas que ces exercices soient en rapport avec les compétences. C'est même la plupart du temps l'inverse. Ça signifie donc que dans une évaluation, les compétences ne sont pas définies a priori, c'est-à-dire qu'on ne bâtit pas l'évaluation pour évaluer telle ou telle compétence. En fait, les compétences se repèrent a posteriori à partir des situations d'évaluation. Alors, c'est un résultat qui peut paraître un peu perturbant, mais qui, sur le plan scientifique, est tout à fait attendu, dans la mesure où, si, par exemple, on se penche sur les catégories conceptuelles développées par la psychologie cognitive, qui étudie les apprentissages, vous ne trouverez aucune catégorie conceptuelle qui correspond aux compétences. De même que dans la littérature scientifique, vous ne trouverez aucun classement, aucune hiérarchie dans les compétences, comme on trouve dans la littérature professionnelle, en particulier dans les programmes, où par exemple, on va classer les compétences selon qu'il s'agisse de compétences disciplinaires, qu'on qualifie parfois de spécifiques, ou bien de compétences transversales, qui sont qualifiées parfois de compétences sociales, ou voire de compétences psychosociales, et puis il y a encore d'autres catégorisations possibles. Ça, c'est ce qu'on rencontre dans les référentiels, dans les documents donc professionnels. En revanche, en recherche, cette idée qu'il existerait des compétences, que ces compétences pourraient être définies et qu'elles se répartiraient en fonction de catégories, va complètement à l'encontre des recherches actuelles en psychologie cognitive, puisque à l'heure actuelle, les chercheurs ont des résultats convergents avec une idée forte, qui est ce qu'on appelle le connexionnisme, c'est-à-dire que si je reprends le vocabulaire scientifique, les unités cognitives, si on employait le vocabulaire professionnel, on parlerait de connaissances, de capacités ou d'attitudes. Donc les unités cognitives, en fait, sont interconnectées avec d'autres dans des assemblages qui sont des assemblages momentanés et qui sont réalisés par le sujet en fonction des exigences de la situation dans laquelle il se trouve. Et ce qu'ont montré les recherches en psychologie cognitive, c'est qu'un même sujet dans une même situation ne va pas assembler les unités cognitives, c'est-à-dire les savoirs au sens large, de la même façon. Qui plus est, deux sujets plongés entre guillemets dans la même situation ne vont pas faire appel aux mêmes unités cognitives, et si ils utilisent des unités cognitives communes, ils ne vont pas du tout les assembler de la même façon. En fait, ce que montre la psychologie cognitive aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement contradictoire avec cette idée qu'il y aurait des compétences qu'on pourrait catégoriser et classer en fonction de différents types, c'est que les connaissances doivent se concevoir comme des éléments qui sont susceptibles de se combiner en fonction des nécessités ou des contraintes de la situation. Donc il n'existe pas de hiérarchie du simple vers le complexe, il n'existe pas non plus de catégories qui seraient des connaissances disciplinaires, des compétences disciplinaires, des compétences transversales. Tout ce qu'on a, on a des assemblages cognitifs qui sont fluctuants en fonction des situations. Et en fait, dans la recherche, on ne s'est pas du tout intéressé aux compétences, on s'est intéressé au processus de mobilisation. L'effort des chercheurs est centré sur la compréhension des processus cognitifs qui constituent la mobilisation des ressources cognitives disponibles face à un problème à résoudre. Raison pour laquelle les recherches sur ce qu'on appelle dans le vocabulaire professionnel l'évaluation des compétences sont des recherches qui, si je prends le vocabulaire scientifique, portent sur l'évaluation de la mobilisation à bon escient de connaissances disciplinaires disponibles, puisqu'on est dans un contexte scolaire.
Et ce qui intéresse les chercheurs, c'est de comprendre comment se fait la mobilisation pour ensuite savoir comment pouvoir l'évaluer.